Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, permettez-moi de commencer ces propos par une citation. La violence, il faut la dénoncer, il faut la vomir, il faut l'isoler. Ce n'est pas la voie des démocraties. Ces mots sont ceux prononcés par le Premier ministre Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995 lors du grand meeting pour la paix, place des Rois d'Israël à Tel Aviv. Ces mots résonnent en nous dans cette terrible actualité. Quelques minutes plus tard, Yitzhak Rabin était assassiné. Les heures sombres de l'obscurantisme sont de retour. Les actes terroristes qui ont été perpétrés le 7 octobre dernier doivent nous révolter. Et je vous invite à écouter les mots du colonel Weisberg, en charge de l'opération d'identification des victimes. Je m'excuse tout de suite pour la dureté de la description que je vais vous faire. Je cite. « Que dire lorsque vous découvrez le corps d'une femme enceinte tuée par un terroriste qui lui a ouvert le ventre, puis en a extrait le fœtus avant de leur couper la tête à tous les deux. Et que dire encore face au corps des mères ou de grand-mères qui ont été violées sauvagement. Mes chers collègues, le massacre de femmes, d'hommes et d'enfants dans les kibbutzim du sud d'Israël doit nous révolter de la même manière. Des enfants qui meurent sous les bombardements, des civils privés d'eau, d'électricité, de nourriture, toute une population prise en étau doit nous révolter. De telles atrocités doivent être nommées, dénoncées. Ne pas le faire serait insupportable et inexcusable, même si nous avons identifié le fait générateur, celui d'une organisation terroriste qui, depuis 2007, pratique la tyrannie, y compris contre le peuple qu'elle est censée représenter. Israël a le droit et le devoir absolu d'éliminer cette émanation sanguinaire de l'hydre islamiste qu'est le Hamas. J'ai entendu ce matin les mots du président de la République, Madame la Première ministre, visant à créer une coalition internationale à l'instar de celle qui existe contre Daesh. Madame la Première ministre, nous avons besoin de précisions sur cette annonce, son périmètre exact et sur son opérationnalité. Les actes qui ont été commis par le Hamas sont souvent qualifiés d'indicibles, mais pour moi, ils doivent être nommés de manière très claire. Ces monstruosités constituent les pires horreurs que le monde ait connues depuis les années 1990, durant lesquelles eurent lieu le génocide rwandais ou le massacre de Srebrenica. Ici, c'est l'acte génocidaire le plus important contre le peuple juif depuis la Shoah et le temps des pogroms. Et les milliers de civils palestiniens morts en raison des représailles israéliennes contre le Hamas sont aussi insupportables. Toute vie sacrifiée est un drame pour l'humanité. Tout crime contre l'humanité mérite une réponse. Mais la sidération ne doit pas nous paralyser, mes chers collègues. Au contraire, nous devons nous élever et constituer de véritables remparts contre les forces obscurantistes, car le Hamas n'est pas une représentation politique. C'est une organisation terroriste qui vise l'islamisation totale en détruisant notre modèle de société. Il cherche non pas à exterminer l'État d'Israël, mais à exterminer tout juif, comme toute personne qui n'accepterait pas de se soumettre à sa loi. Pour vous convaincre, lisez ou relisez les 36 articles de la charte du Hamas. Aucune solution politique n'est envisageable avec une telle organisation qui refuse toute forme de négociation diplomatique. Après les attentats de Paris ou de Nice, notre lutte contre Daesh comporte bien des similitudes avec la situation présente. Et pourtant, pour les civils, pour les otages, il faut avoir du courage. Avec pour seul mot d'ordre pacifier, protéger, obtenir un cessez-le-feu humanitaire ou à défaut assurer un couloir humanitaire solide. Nous supposons que c'est l'objet du déplacement du président de la République, même si nous aurions préféré, Madame la Première ministre, que cette nécessaire visite puisse se dérouler après la fin du débat au Parlement. Croyant en la parole de la France, nous espérons ne pas être déçus par les résultats effectifs de cette visite. Le Hamas nous replonge dans l'horreur et dans toute la noirceur de la guerre, ravivant la mémoire des pires épisodes de notre histoire. Comme Daesh, le Hezbollah, le djihad islamique, Al-Qaïda ou Boko Haram, le Hamas est l'un des bras armés d'une conquête internationale au profit d'un régime totalitaire.
C'est la résurgence, cela a été dit par mon collègue Grotaillot, du mouvement islamiste qui parvient à se réinventer chaque jour avec les soutiens que sont le Qatar ou l'Iran. Israël, ne nous trompons pas, quelles que soient nos réserves sur les moyens militaires utilisés, représente actuellement le premier bouclier contre ce projet politique liberticide et vient d'être à nouveau malheureusement la première victime de ce projet. En ce moment, j'ai une pensée pour nos compatriotes. Le bilan est terrible. Les victimes françaises aujourd'hui recensées sont au nombre de 30 au moins et de 9 disparus et otages présumés. Jamais autant de Français n'ont été victimes du terrorisme depuis les terribles attentats de Nice en 2016. Pour autant, ne faisons pas d'amalgame, mes chers collègues. Dans notre pays, les partisans de la création d'un État islamique ne sont qu'une extrême minorité. Et pourtant, chaque acte terroriste est un traumatisme à juste titre national. Je tiens à le rappeler, à le souligner, dans cette période où les tensions communautaires sont exacerbées, le conflit en cours au Proche-Orient ne doit pas s'importer sur notre territoire comme un conflit entre religions. Notre responsabilité en tant que politique est de veiller à ce qu'aucune discrimination, aucun amalgame ne soit admis. Pas d'amalgame, mais pas d'angélisme non plus. La tolérance zéro doit s'appliquer face à l'antisémitisme, comme face à toute discrimination à l'encontre de nos compatriotes de confession musulmane. Le principe de laïcité, notre principe de laïcité, qui est au cœur de notre République, impose le respect et la protection de l'attachement des croyants à la Bible, au Coran ou à la Torah. Mais aucun des préceptes de ces livres sacrés pour ces croyants ne peuvent être considérés comme supérieurs à la loi de la République. Aristide Briand résumait cela en proclamant, et vous le dites souvent, Monsieur le Président, « La loi protège la foi tant que la foi ne dicte pas sa loi ». Transiger avec ces principes, c'est affaiblir durablement notre pacte républicain. Transiger avec ces principes, c'est faire mourir une deuxième fois Samuel Paty et Dominique Bernard. L'assassinat de ce dernier, il y a 11 jours à Arras, moins d'une semaine après les attaques du Hamas, témoigne des risques qui pèsent dans notre pays. Cet attentat doit nous alerter sur l'absence de risque zéro face à la menace terroriste, mais nous oblige également sur notre devoir de mettre en place des mesures de protection et de prévention. La sanction est nécessaire, mais quels sont nos moyens de lutter contre la radicalisation, notamment chez les jeunes ? Exclure des élèves de nos établissements scolaires pour comportement inacceptable lors de la minute de silence à la mémoire de Dominique Bernard, bien sûr, mais j'ai envie de dire, et après ? La prévention du poison totalitaire qui infecte des cerveaux perméables à cette idéologie mortifère doit être au cœur de notre action républicaine. Mes chers collègues, s'il existe des proies dans nos villes et nos quartiers, c'est qu'il existe aussi des prédateurs. Et n'oublions jamais que 75% des attentats islamistes commis sur notre territoire l'ont été par des Français. Notre République ne peut s'accommoder de devoir protéger des compatriotes du fait même de leur religion, érigée en identité. Le faire, bien évidemment, pour des raisons évidentes de sécurité, c'est néanmoins reconnaître en creux que notre pacte républicain et notre principe du vivre ensemble sont menacés, voire niés. C'est la même chose lorsqu'on s'attaque à l'un de nos compatriotes parce qu'il est professeur et qu'il représente notre institution nationale porteuse d'émancipation et en charge d'éclairer, de forger les esprits critiques. Les semeurs de terreur ont horreur de nos lumières, de la démocratie, de la laïcité, de la liberté d'expression ou encore du droit absolu des femmes à disposer de leur corps. J'en reviens, pour terminer, à la situation du conflit israélo-palestinien. Depuis 30 ans, la solution à 2 États n'est toujours pas mise en œuvre. Depuis 1995 et l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un ultranationaliste israélien, l'esprit des accords d'Oslo n'est qu'un vague souvenir qui se dissipe progressivement dans les vapeurs de l'escalade des violences. La politique actuelle du gouvernement israélien n'est pas exempte de critiques. La tendance actuelle est effectivement inquiétante et répond à une réelle radicalisation politique à vocation ultranationaliste. Il nous faut condamner avec fermeté les choix opérés depuis de trop nombreuses années qui mettent en péril toute résolution du conflit. Ces choix contribuent à exacerber les tensions, empêchent toute perspective pour la jeunesse palestinienne,
privée de tout espoir d'émancipation. Les réactions désespérées de cette jeunesse, que je condamne, confortent ensuite l'extrême droite israélienne dans sa politique d'annexion. L'engrenage est sans fin. Ce cercle vicieux condamne toute avancée sur le chemin de la paix et j'étais horrifié, il y a quelques jours, d'entendre sur une chaîne de radio les mots d'un père vivant dans un village dirigé par le Hezbollah dans le sud Liban. Ce père venait de perdre son fils lors d'une incursion en Israël et il disait « La Palestine a besoin du sang de ses martyrs ». Des mots qui font peur, mais qui nous obligent à agir. En tant que socialistes, nous soutenons la reconnaissance de 2 États souverains. C'est le seul chemin que nous devons emprunter collectivement. Les progressistes palestiniens, comme la gauche israélienne, qui reste puissante, doivent œuvrer dans le sens d'une résolution durable de ce conflit et il est de notre rôle de soutenir toute initiative de leur part. Nous devons relayer ces démarches positives, appelant à combattre la surenchère, favorisant le dialogue et apaisant les tensions intercommunautaires. Et je pense aux guerrières de la paix, à ce mouvement Women Wage Peace et à tous ces organismes qui proposent de tisser des liens et de créer des ponts plutôt que des murs entre les deux côtés. Ces militants de la paix sont souvent combattus férocement par les forces extrémistes des deux camps. Cela témoigne de la pertinence de leur combat. Chers collègues, oui, il faut favoriser une reprise du dialogue. Pour cela, du côté palestinien, une véritable force démocratique et une construction politique tournant le dos notamment à la corruption sont nécessaires. Ne pas l'encourager, ne pas la favoriser reviendra de fait à fragiliser la démocratie israélienne. Sans ces prérequis, aucune négociation n'est possible. Pour terminer, la France et l'Europe doivent insuffler une dynamique. Nous devons collectivement tout mettre en œuvre pour installer un climat de désescalade. Le rapport sénatorial de décembre 2022, porté par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat et son président de l'époque, que je salue, Christian Cambon, était très inspirant, tant dans son diagnostic que dans la perspective et dans les recommandations. Après s'être rendu sur place, le but des auteurs du rapport était de s'interroger sur les chances de reprise d'un dialogue autour de la solution à 2 États. Les conditions d'une nouvelle feuille de route avaient été clairement définies dans ce rapport. Il faut les relire, il faut nous les approprier. Monsieur le Président, je termine, je vous assure. En attendant un retour sur le chemin de la raison, ce sont les peuples d'Israël et de Palestine qui sont pris en otage. Une prise d'otage idéologique aux conséquences mortifères. Ce sont les enfants de ces 2 peuples qui subissent les foudres de la violence. Ce sont les enfants de ces 2 peuples qui seront marqués dans leur chair au fer rouge de la guerre. Et pourtant, mes chers collègues, ce sont les enfants de ces 2 peuples qui ont la lourde charge de mettre un terme à cette guerre sans fin. Les solutions existent. Elles reposent sur l'esprit de raison, le respect mutuel et la foi inébranlable en un avenir de paix. Shalom, salam.